bien précisément, moi j'ai rejoint en 2002 une équipe qui s'appelle Investisseurs et Partenaires et qui s'est donnée comme mission d'apporter à des entrepreneuses et des entrepreneurs africains des financements adaptés à leurs besoins et un accompagnement stratégique dans les méthodes de gestion et dans la gouvernance. Investisseurs et Partenaires, c'est une entreprise privée qui aura 20 ans l'année prochaine, qui a constitué une équipe d'aujourd'hui une centaine de professionnels, dont 80 sont basés en Afrique. Nous avons financé près de 150 entreprises au cours des années, en allant crescendo, si bien qu'aujourd'hui nous sommes préparés à financer 40 à 50 entreprises par an. Depuis des financements d'amorçage, pour des jeunes pousses très prometteuses qui cherchent des financements d'amorçage de 20 000 à 100 000 euros, jusqu'à des financements pour des entreprises plus mûres, ou tout simplement présentant des trajectoires de croissance rapides et crédibles, que nous pouvons accompagner jusque vers 3 ou 4 millions d'euros à travers d'autres véhicules d'investissement. Et entre les deux, nous mettons en place des fonds d'investissement par pays, avec des actionnaires de chaque pays. Nous co-créons ces fonds d'investissement pays, qui eux-mêmes financent des entreprises entre 100 000 et 500 000 euros environ, c'est donc notre gamme intermédiaire. Nous pratiquons ce métier dans une douzaine de pays africains, et nous avons des implantations physiquement à Abidjan, Dakar, Accra, Douala, Ouaga, Nairobi, Niamey et Tamé. Et depuis ces implantations, nous rayonnons dans quelques pays voisins. Je crois qu'il y a un grand enjeu autour de la croissance africaine. Cette croissance a été forte au début des années 2000. Elle s'est tassée et elle a même énormément souffert de l'année de la crise Covid. Il faut qu'elle reparte et il faut qu'elle soit plus rapide. Mais il faut aussi qu'elle soit plus inclusive pour profiter au plus grand nombre d'Africaines et d'Africains et qu'elle soit très appropriée, qu'elle soit le fruit du travail des Africains eux-mêmes. En Afrique, on entreprend déjà beaucoup, aussi bien au niveau des micro-entrepreneurs, des petites entreprises et des vraies petites PME et de quelques grandes entreprises. Mais qu'est-ce qui empêche que cette dynamique accélère encore ? Selon moi, deux facteurs principaux. Le manque d'accès au financement et le manque d'accompagnement. Cet accompagnement, il est nécessaire justement parce que c'est une dynamique relativement nouvelle et que les modèles manquent. Financer une petite entreprise, partout dans le monde, c'est un défi. Une petite entreprise n'est pas forcément capable de présenter un historique de résultats, elle n'est pas encore structurée pour rassurer un investisseur, souvent elle n'a pas de garantie à donner, et elle ne sait pas comment s'adresser à un investisseur. Donc elle pose des défis. Du point de vue de ceux qui investissent, le risque perçu en Afrique est encore plus grand, et les opportunités, pourtant immenses, pas toujours faciles à décoder. Il s'y ajoute le fait que quand on fait des investissements petits, ça demande en fait beaucoup de travail. Tout cela pour bouger des flux assez restreints, et donc les revenus qu'on peut en attendre sont limités. Donc il faut une motivation forte pour le faire, ou il faut en avoir fait sa mission. Ça pourrait ensuite se généraliser, une fois que ce sera démontré qu'on peut y trouver beaucoup de succès. On a pris l'habitude d'appeler investissement à impact, beaucoup de choses différentes d'ailleurs. Dans notre cas à nous, le fait de cibler dans des pays fragiles des entreprises trop souvent négligées parce que petites, jeunes, trop particulières pour intéresser les financeurs classiques et purement commerciaux. Nous nous y intéressons parce que nous pensons qu'elles ont un rôle essentiel à jouer dans la grande transformation qui est en train de se produire sur le continent africain. Cette grande transformation, c'est une transition démographique qui suit son cours, c'est l'urbanisation, c'est l'apparition des classes moyennes. Ces classes moyennes sont un vivier d'entrepreneurs et elles sont un marché pour les entrepreneurs. Donc, il faut aider les meilleurs d'entre eux à percer.
Et il faut proposer au plus grand nombre des solutions, au plus grand nombre d'entrepreneurs. Donc on appelle ça un investissement d'impact, parce qu'en touchant ces entreprises-là, les PME, qui demandent une approche particulière, comme je l'évoquais, on génère des impacts en supplément. On génère des impacts sociaux, grâce aux emplois qui sont créés, aux débouchés que l'on fait apparaître pour certains de leurs fournisseurs, par exemple des fournisseurs de matières premières agricoles, qui ont besoin de petites unités de transformation qui puissent transformer les produits et les mettre au service, les mettre à disposition des citadins, voire à l'export. On crée des opportunités, un impact social pour les clients qui, dans certains cas, manquent d'accès à des biens, à des services que ces petites entreprises peuvent proposer. Ça peut être des cliniques qui proposent des soins, ça peut être des écoles privées qui sont créées, des lycées, des universités privées, ça peut être des services aux entreprises. Le B2B a une importance fondamentale aussi. Encore faut-il que les entreprises aient accès à des fournisseurs professionnels, et pour cela que les entrepreneurs puissent mettre en place leur propre système de fonctionnement, recruter, etc. Donc il y a des impacts sociaux au sein de l'entreprise et dans ses débouchés et dans ses fournisseurs. Il y a également des impacts sur l'État, parce que quand on accompagne, comme nous le faisons, la formalisation des entreprises, on les amène à déclarer leurs revenus et à payer leurs impôts d'une manière plus régulière, et on les aide à en avoir les moyens. Et ça, c'est très important pour les budgets des États africains. Le secteur public va continuer de jouer un rôle évidemment essentiel aussi. On a également des impacts en termes de formation du personnel, d'accès à la sécurité sociale dans les pays où elle existe, et, quand c'est possible, à des mutuelles complémentaires sur le plan de la santé. Donc il y a toutes sortes de manières dont on peut, grâce à l'entrepreneuriat, mettre en place avec les entrepreneurs qui souvent en sont conscients des stratégies qui sont à la fois bénéfiques à leur performance de long terme et à leur environnement, à leur communauté. Oui, il est absolument complémentaire. D'abord, économiquement, c'est une évidence. Les fonds propres et la dette sont deux moyens complémentaires pour une entreprise de se financer. Elles sont complémentaires à tout moment, elles peuvent se succéder dans le temps. On ne peut pas démarrer une entreprise que par de la dette. La banque, c'est normal, demande ce que risquent ceux qui possèdent l'entreprise. Elle est complémentaire aussi parce que, par notre accompagnement, nous préparons des entrepreneurs à dialoguer avec leur banque, à mieux présenter à leur banque leur situation, leurs projets, à parler le langage de la banque. Pour les banquiers africains, c'est un vrai défi. Les entrepreneurs, souvent, ne savent pas très bien comment leur présenter leurs projets. Ces banquiers eux-mêmes ne connaissent pas forcément la petite entreprise, car tout un tas d'incitations dans leur environnement les en détournent. C'est un marché difficile à rentabiliser, risqué, fait de petits financements. On entend beaucoup de déclarations d'intention, de stratégies de grands groupes bancaires de plus financer les PME, mais on sait que c'est difficile et les chiffres montrent qu'ils le font encore peu. Donc oui, c'est absolument complémentaire, et beaucoup des entreprises que nous finançons, au-delà du fait d'avoir un compte en banque et parfois un petit découvert, ont un crédit ou auront un crédit après notre accompagnement ou en même temps que notre accompagnement. Donc nous sommes dans chaque capitale où nous travaillons en lien proche avec tous les réseaux bancaires pour échanger, dialoguer et travailler en synergie. Nous finançons des entrepreneurs qui eux-mêmes cherchent des rentabilités fortes. Nous finançons des gens qui investissent toute une partie de leur vie professionnelle à développer un savoir-faire, à créer une équipe, à la fidéliser, à prendre des risques, et qui espèrent en découler des performances financières importantes. Et pour la plupart d'entre eux, ils ne le voient pas comme une contradiction avec l'impact qu'ils espèrent avoir sur leur environnement. Ils savent que la rentabilité va leur permettre de grandir, et donc de bien travailler, de travailler proprement sur le plan social, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan environnemental. Pour bien respecter les normes environnementales, c'est plus facile si on est rentable, et ça peut être un cercle absolument vertueux.
Donc ils cherchent à allier performance financière et performance sociale et environnementale, et s'ils viennent nous chercher nous, c'est qu'ils veulent aussi une bonne gouvernance, qui est finalement notre angle d'approche. Donc nous, on est comme eux. Comme ces entrepreneurs, nous voulons viser une rentabilité qui va permettre la pérennisation et la croissance de l'entreprise, et des très bonnes performances sociales et environnementales. Nous sommes souvent approchés par des entrepreneurs dont les business plans montrent que leur entreprise a une valeur qui va être multipliée par 3, par 4, par 5 en quelques années. Ils sont optimistes, sinon ils ne seraient pas entrepreneurs. Alors nous, on a tendance souvent à prendre leur optimisme avec quelques pincettes, mais on espère bien, comme eux, que la valeur de nos actions pourra être multipliée par 2, par 3, voire de temps en temps plus, si on a la chance de tomber sur quelques pépites et de bien faire notre travail, en quelques années. Après tout, on prend beaucoup de risques. Nous ne prenons aucune garantie. Quand on perd, nous, on perd tout. Et ça nous arrive. Voilà. Alors, ça, c'est la rentabilité visée par les entrepreneurs et la rentabilité que nous pouvons viser pour nos actions pour chaque entreprise. Après, il y a les rentabilités moyennes. Car nous aurons des succès moyens, des succès totaux et des échecs. Et sur cette rentabilité moyenne vient ensuite s'imputer nos propres frais de fonctionnement. Et c'est là que le bas blesse. C'est que pour bien accompagner un grand nombre d'entrepreneurs, il faut quand même une équipe nombreuse. Et nous avons beau être des militants de l'accompagnement des entreprises, cette équipe, il faut la fidéliser, donc la rémunérer. Et nous faisons un métier qu'il est très difficile de rentabiliser, parce que ce que les financiers appellent des coûts de transaction, c'est-à-dire le coût de réalisation de l'étude des investissements que nous faisons, car notre accompagnement commence avant l'investissement, la structuration de l'investissement lui-même avec ses coûts juridiques et autres, et son suivi pendant 5 ans, car nous restons actifs auprès de l'entrepreneur pour de nombreuses années, amortir tous ces coûts-là par la rentabilité moyenne d'un portefeuille de PME dont certaines vont échouer, c'est difficile. Alors, nous espérons y parvenir sur la gamme la moins petite des entreprises que nous finançons, qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 millions d'euros, ce qui est déjà des sommes consistantes pour l'Afrique subsaharienne, mais encore très loin des grands fonds d'investissement. Et donc là, on est sur une démarche quasi commerciale. Et pour des investissements plus modérés, que nous mettons en place grâce à des fonds d'investissement locaux, nous espérons que chacun de ces fonds d'investissement locaux va y arriver aussi avec son actionnariat local. La holding que nous avons mise en place pour mettre ces fonds d'actionnariat locaux, qui, elle, a ses propres coûts de suivi, ne peut viser qu'une rentabilité très modérée, et ceux qui l'ont financé le savent et le font dans une approche développementale. Pour le boucler financièrement, si c'est bien la question, il faut plusieurs ingrédients. Mais globalement, il faut beaucoup d'engagement de toutes les parties prenantes. Il faut des équipes, comme les nôtres, qui soient profondément attachées à servir cette mission, à travailler dur, à apprendre, à accepter les échecs, à savoir savourer chaque investissement réussi, et la relation créée avec l'entrepreneur, et qui soit prêt à accepter que pour faire ce métier avec des PME, on ne peut pas espérer le type de rémunération qu'on pourrait espérer dans des investissements plus purement lucratifs, qui d'ailleurs ont aussi leur intérêt et leur raison d'être. Ce n'est pas le débat. Mais pour la PME, on est obligé d'y aller avec beaucoup de militantisme. Un deuxième ingrédient, il faut des financeurs, des personnes, des institutions, des personnes physiques dans certains cas, qui nous confient des fonds à investir, eux aussi dans une approche relativement militante. Nos financeurs sont tous des gens qui ont compris notre mission et qui nous accordent des fonds concessionnels. Ils ne sont pas dans une démarche purement commerciale et ils acceptent que, au nom de l'impact social de notre démarche, le couple risque-rentabilité est relativement dégradé par rapport à ce qu'ils pourraient espérer sur un marché financier classique. Nous avons donc la chance d'avoir su convaincre, au cours des années, et depuis 20 ans, des financeurs patients, éclairés, qui nous font confiance, dont le groupe AFD, et nous en sommes très reconnaissants. Alors, le degré de concessionnalité que ces financeurs doivent nous accorder dépend lui-même des sous-segments dont nous parlons dans le financement de l'entrepreneuriat. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, sur le sous-segment le plus haut,
de ce qu'on appelle le missing middle, c'est-à-dire toute cette gamme d'entreprises qui a du mal à se financer, mais qui est trop grande pour la microfinance. Dans ce missing middle, le sous-segment le plus élevé d'entreprises que nous appelons la gamme expansion, qui cherche 1, 2, 3 millions d'euros, on espère une rentabilité. Et donc c'est une concessionnalité relative de la part de nos financeurs. Dans le segment le plus bas, celui que nous appelons l'accélération, celui des entreprises qui cherchent au fond leur premier financement, 20 000, 40 000, 80 000 euros et un accompagnement, là, on a besoin de financeurs très engagés. Mais quoi qu'il en soit, nous avons besoin aussi de l'engagement de la troisième partie prenante, qui sont les entrepreneurs eux-mêmes. Nous cherchons à travailler avec des entrepreneurs qui ont en eux une exigence de résultat, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur équipe, et vis-à-vis de leurs investisseurs, dont nous, investisseurs et partenaires, qui comprennent qu'ils ont une responsabilité en levant du capital, et qui s'en font une fierté de démontrer avec nous que l'investissement dans des startups et dans des PME africaines va réussir, va générer les impacts sociaux attendus, va générer une rentabilité et va permettre pour l'investisseur une liquidité. Et cela, aussi bien au stade que j'appelais accélération, pour ceux qui auront des financements d'amorçage de l'ordre de 50 000 euros, qu'au stade que j'appelais expansion, qui peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. C'est la condition de la réussite, de cette réussite de notre communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs, ensemble, pour qu'on puisse ensuite lever plus de fonds, pour financer plus de PME en Afrique, pour plus d'impact. Oui, on n'emploie pas beaucoup chez nous l'appellation de service public, mais dans le fond, vous avez raison, nous poursuivons une mission que nous pensons être dans l'intérêt général, que nous pensons être dans l'intérêt de cette croissance plus rapide, plus inclusive et plus appropriée, que je citais au début de notre entretien comme étant un grand défi pour l'Afrique, le seul moyen de créer plus d'emplois pour les centaines de millions de jeunes Africains qui vont arriver sur le marché du travail. Et nous concevons, non pas comme un service public, mais comme une petite équipe franco-africaine, désormais une centaine de personnes, dont 80 en Afrique, qui développe un métier relativement nouveau sur le continent, qui est celui du financement et de l'accompagnement de la TPE et de la PME, comme étant l'une des voies, et peut-être l'une des seules, qui peut créer plus de richesses, plus vite et plus partagées. On va d'abord faire connaissance et on va essayer de comprendre qui vous êtes, où vous en êtes de votre parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous amenez avec vous comme savoir-faire, comme force, comme historique, et quelles sont vos lacunes et vos faiblesses, et est-ce que vous les reconnaissez, ainsi que vos échecs passés, qui sont extrêmement formateurs dans la vie d'un entrepreneur. Et puis, on va regarder ensemble votre projet. Où en est l'entreprise dont vous nous parlez? Qu'a-t-elle déjà démontré? Pourquoi cherchez-vous des fonds? Quels produits, quels services proposez-vous et voulez-vous éventuellement diversifier? Et on va regarder l'adéquation avec le marché, évidemment. Quel marché visez-vous? Quel segment? Quel est votre environnement concurrentiel? Et quels sont vos coûts de production et donc vos marges? Et tout ceci nous amènera à une analyse financière. Donc, on va chercher à vous connaître. On va chercher à connaître votre entreprise. Et enfin, on va chercher à comprendre l'adéquation entre vous et votre projet. Et est-ce que vous nous semblez être la bonne personne pour faire ce projet-là à ce moment-là, et pour bien vous entendre avec nous? Parce que nous, on a notre culture de travail, on a notre façon de mener des partenariats, on cherche une très grande transparence, on cherche à travailler dans la confiance et dans l'exigence réciproque, et ça, c'est ce qui se joue, c'est ce qui se crée en étudiant votre projet et en travaillant.
C'est pas en faisant passer un entretien de personnalité. C'est en allant sur le terrain, en voyant votre équipe, en voyant comment vous vous comportez avec eux et eux avec vous, en allant parler à vos clients, en voyant comment se passe la dynamique de nos échanges, leur rythme, votre écoute de nos contraintes, votre capacité à nous dire non sur certains sujets, à nous challenger, mais aussi à nous écouter, et nous essaierons d'être dans cette réciproque avec vous. Voilà. C'est un processus exigeant, le processus, je dirais, de sélection mutuelle entre un investisseur et un entrepreneur, qui demande à lui seul un investissement en temps important des deux parties. C'est sain, parce qu'il signifie qu'au moment où on top, on se connaît déjà. Et en fait, on est déjà partenaire. Ce processus de sélection mutuelle a ses frustrations, parce qu'il prend du temps, alors qu'on a tous envie d'aller vite. Et on fait de notre mieux pour que ça aille vite. Mais l'entrepreneur a beaucoup de choses à faire chaque jour, à part de lever du fonds. Il gère une petite boîte. Voilà. Dans cette phase de préparation et de sélection, et de négociation, il faut le dire, puisqu'il y a quand même une question qui est, tu mets telle somme sur la table, mais combien d'actions de mon entreprise tu prends? Ou si tu me fais un prêt convertible, c'est à quel taux d'intérêt et pour convertir en combien d'actions et sous quelles conditions? Cette négociation est aussi une occasion de se connaître et de vérifier si on arrive ensemble à dépasser des divergences nécessaires dans la constitution de ce partenariat. Dans toute cette phase, en fait, on renforce le projet, dans bien des cas. On est déjà en train de poser toutes les questions. On est déjà en train de se demander comment on fonctionnera ensuite ensemble. On est en train déjà de préfigurer la gouvernance. Il arrive que de cette phase, un projet ressorte transformé. Et qu'on le finance ou qu'on ne le finance pas. Il arrive que des entrepreneurs s'agacent de cette phase, il arrive que d'autres, même ceux que nous ne financions pas, nous disent « Mais écoutez, c'est la première fois que quelqu'un a vraiment lu mon projet. Merci beaucoup. » Le premier objectif, je vais le dire de manière très prosaïque, c'est que ça marche. Voilà. Le premier objectif, c'est de financer une entreprise qui a des bons produits, des bons services pour des clients qui la choisissent, qui sont prêts à payer le prix qui fait que c'est rentable pour l'entrepreneur, et c'est de là que tout part. Et c'est pour ça que ça peut être durable, et que les impacts dont je parlais peuvent être durables, et que l'entrepreneur peut grandir, améliorer son service, le diversifier, recruter, former, et les clients y trouver une valeur qu'ils cherchent et pour laquelle ils sont prêts à payer. La notion d'impact y est très liée, et plus, on me demande parfois qu'est-ce qui fait que l'impact social sera durable. Plus il est incorporé dans ce business model, plus il sera durable. Si par l'action même que vous menez, vous ouvrez un marché, vous ouvrez un débouché, vous rendez un service accessible, et que c'est ça qui fait votre marge, parce que vous avez su trouver un couple client-distribution qui vous distingue, et qui fait qu'on est prêt à payer votre produit, l'impact il va durer. Il est au cœur de ce que vous faites. S'il est à côté, c'est un peu de la philanthropie. Vous êtes rentable, et chaque fois que vous êtes rentable, vous décidez de donner de l'argent pour quelque chose, c'est une très bonne action, mais ça pourrait s'arrêter. Voilà. Donc, il y a un lien, ensuite, vers ce que vous appeliez l'écriture du sens de tout cela. Si on arrive à financer des entreprises qui marchent, et à en financer suffisamment tout en acceptant que certaines échoueront, si on arrive à en dégager pour l'investisseur une rentabilité et une liquidité, alors on a démontré des choses qu'on peut écrire, qu'on peut raconter. Cette écriture et ce récit deviennent la base d'un plaidoyer. Et ce plaidoyer est très important pour nous, chez Investisseurs et Partenaires, comme il l'est pour le groupe AFD, parce que c'est par ce plaidoyer sur des réalisations concrètes, ponctuelles, accumulées, qu'on peut développer des arguments pour que des grands décideurs, peut-être, y voient la source de grands changements qui pourront influencer la société. Grands décideurs qui peuvent, et ils devraient, aller plus loin dans la mise en place de cadres juridiques, de cadres économiques plus propices à l'entrepreneuriat, qui devraient agir, et je parle notamment des décideurs des pays africains où nous évoluons, je relaye les demandes des entrepreneurs avec qui nous parlons, qui devraient agir pour que la fiscalité leur soit plus simple, plus claire, et le moins souvent possible arbitraire. Car c'est une souffrance pour eux. Pour que tous les services mis en place par les agences nationales de différents États africains d'appui à leurs entreprises connaissent le mieux possible les entreprises auxquelles elles s'adressent. Et ainsi de suite. Donc, raconter. Oui, chez Investisseurs et Partenaires, on s'en occupe.
en publiant des études, en publiant des bouquins comme Entreprenant Afrique, en publiant des vidéos comme Les Grands Moyens, et en publiant des récits d'aventures entrepreneuriales comme récemment Bâtisseurs d'Afrique, avec le soutien de Proparco, parce qu'il faut des exemples. J'ai cité les grands décideurs. D'abord, des décideurs, il y en a à tous les niveaux, pas que les grands qui comptent, mais aussi créer des exemples pour la jeunesse africaine et pour les entrepreneurs africains, et créer des exemples pour d'autres financeurs, pour être copiés, imités, dépassés. Voilà. Donc ce récit a en effet beaucoup d'importance, mais il ne peut partir que de réalisations concrètes qui réussissent. Oui, il se développe, et heureusement, le nombre d'initiatives destinées à financer les PME et les startups en Afrique augmente. On a la chance de travailler en partenariat avec des consoeurs et des confrères formidables. Je ne pourrais pas les citer tous, mais qu'il s'agisse de Grameen Crédit Agricole, de la CIDI, qui nous a précédés depuis longtemps, de fonds d'investissement orientés PME comme Oasis en Afrique de l'Ouest, Injaro spécialisé sur les filières agribusiness, des nombreux fonds actifs au Kenya, qu'on pense à Novastar ou Electricity Access Ventures. Je ne pourrais pas les citer tous. Donc, plusieurs équipes ont pris conscience qu'au-delà de la microfinance, il fallait accompagner des entreprises formelles qui se structurent dans des objectifs de pérennité auprès d'entrepreneurs africaines et africains qui ont une vision moderne d'entreprise parfois familiale, mais qu'ils souhaitent gérer de manière à les pérenniser. C'est une chance de pouvoir travailler en synergie souvent avec ces différents acteurs et en complémentarité. Et il est important que ce mouvement, que tous ensemble nous représentons, soit soutenu, notamment par les grandes agences internationales, multilatérales, bilatérales, et notamment le groupe AFD qui le fait particulièrement via son outil FISEA+, soit aux côtés de ces équipes, mais aussi de nouvelles équipes qui doivent apparaître pour diversifier les approches, pour renouveler, pour nous amener nous-mêmes à nous questionner et à nous remettre en cause, et pour que les entrepreneurs aient des choix. Donc ça me paraît en cours et essentiel. Les limites sont dans la nature même de l'instrument d'abord, l'accompagnement d'une entreprise qui est possible par un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, c'est une durée qui est généralement conçue pour 5-6 ans, ça passe vite, ça permet pas de faire tout ce qu'on voudrait dans des environnements très contraints, où souvent la croissance prend du temps et les changements prennent du temps, où l'adversité est très grande. Dans les limites d'un type de financement dont la beauté est de reposer sur les ressources de l'entrepreneur et les ressources humaines de l'entrepreneur et de son entreprise, et non pas d'amener des managers. C'est sa beauté, mais c'est aussi l'une des limites. C'est que les ressources humaines qualifiées restent rares dans les pays où nous intervenons. Je parle du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun, de Madagascar. Et donc, l'accompagnement ne peut jamais apporter que ce que peut apporter un actionnaire minoritaire actif. Bon. Mais ces limites sont aussi liées à tout ce qui fait que l'entrepreneuriat n'est que l'une des composantes de ce qui va permettre une accélération de la trajectoire de croissance africaine et son caractère plus équilibré et plus inclusif. Il ne s'agit en aucun cas de dire que tout va passer par là. Les sujets de renforcement des infrastructures sont essentiels. Les sujets d'amélioration de l'éducation, depuis le primaire jusqu'à l'éducation professionnelle, la formation professionnelle. Les sujets de santé,
et tout simplement de stabilité politique et de démocratie. Donc, la transformation, la grande transformation africaine qui est en œuvre, elle est le fruit de dynamiques très nombreuses et très profondes, dans laquelle les acteurs du financement de l'entrepreneuriat sont des tout petits acteurs qui agissent sur une partie de cette dynamique. Simplement, nous pensons que cette partie-là, elle est essentielle, qu'elle est trop souvent négligée, heureusement elle l'est de moins en moins, et que pour se rendre utile à cette composante, qui est celle qui repose sur les bâtisseurs africaines et africains eux-mêmes, sur les bâtisseurs de structures productives à échelle humaine en Afrique, familiales, ou entre amis, ou dans des cadres ad hoc, eh bien, elle demande des méthodes particulières que nous essayons de mettre au point. Les leçons sont très nombreuses. Il y a 5 ans, à l'occasion des 15 ans d'IEP, nous avons publié 15 leçons d'Afrique. 5 ans de plus sont passés, donc nous aurions au moins 5 leçons de plus à partager. Pour ne pas trop vous ennuyer, je vais me limiter à 3 ou 4 premières leçons qui me traversent l'esprit quand vous me posez la question. Je crois qu'on revient toujours à l'idée que dans une petite entreprise, la personnalité et le savoir-faire de la dirigeante ou du dirigeant, c'est le point de départ. Et la relation qui va se nouer entre l'investisseur et cet entrepreneur est essentielle. Ce n'est pas tout, bien sûr. Rien ne peut remplacer une bonne stratégie et rien ne peut remplacer une bonne exécution. Mais dans notre expérience d'actionnaire minoritaire, c'est absolument central. Une deuxième leçon, c'est d'éviter une tendance forte à sous-financer les projets. Les aléas sont nombreux, les choses prennent plus de temps que prévu. Et en prévoyant des budgets trop serrés, pour différentes raisons, d'optimisme inhérent à l'entrepreneuriat, de timidité, voire de tactique du côté de l'entrepreneur, on se met en fait très vite en difficulté, et très tôt, on vient briser cette dynamique de confiance que j'évoquais tout à l'heure. Une troisième leçon que nous avons apprise à nos dépens, c'est de faire très attention pour les jeunes entreprises à l'exposition au secteur public des pays africains où elles travaillent. Car souvent, quand on a comme client une entité gouvernementale ou publique ou parapublique, c'est triste à dire, mais on a beaucoup de mal à se faire payer. Et il y a certainement des exceptions, nous en avons rencontré, mais beaucoup de nos entreprises, malgré tous les discours d'appui à l'entrepreneuriat, souffrent de cette difficulté. J'attire beaucoup l'attention là-dessus, car c'est l'un des leviers réels pour renforcer l'entrepreneuriat africain, c'est d'agir sur cette difficulté-là. Bon, une quatrième leçon, c'est que le contexte est changeant et fragile, notamment le contexte politique, et que même pour une petite équipe comme la nôtre, il est bon d'être diversifié géographiquement. Car le risque existe dans chaque pays d'une remise en cause, presque à tout moment, de la trajectoire politique et économique en cours. Voici quelques-unes des leçons que les entrepreneurs ont apprises à nos côtés et que nous avons apprises nous-mêmes. J'en ajouterai une dernière, c'est la leçon d'humilité. Quand on investit dans une jeune entreprise comme actionnaire minoritaire, on sait une chose, c'est qu'on ne sait rien. On étudie les business plans, on fait des due diligence, on travaille sur des projections financières, on signe des contrats, on top, on se lance, et on repose alors beaucoup sur les qualités d'adaptation de l'équipe sur laquelle on a parié, et sur la confiance qu'on a placée en elle. Et donc, il faut beaucoup de foi, beaucoup d'engagement, beaucoup de persistance, et pas mal d'humilité à la fin. Moi, je suis extrêmement heureux de ce parcours depuis 2004 avec l'équipe d'investisseurs et partenaires.
C'est un parcours professionnel qui m'a permis de connaître l'Afrique, que je ne connaissais presque pas, de réaliser mon aspiration de contribuer à l'émergence de structures productives, pérennes, utiles sur ce continent qui est celui de toutes les opportunités et de tous les besoins les plus criants, qui m'a donné l'occasion de développer des compétences techniques variées, de rencontrer des partenaires et des confrères très divers chez nos financeurs, chez nos co-investisseurs, chez tous les assistants techniques et consultants divers et variés dont j'ai appris beaucoup, et de nouer des relations humaines d'une richesse extraordinaire, avec beaucoup des entrepreneurs en rentrant dans leur conseil d'administration et finalement, dans pas mal de cas, en rentrant dans leur famille, puisqu'il s'agit d'entreprises familiales. Ce sont des relations très denses, très autour de la stratégie de l'entreprise. On parle finalement beaucoup de valeurs, d'ambition, de difficultés, et donc à la fin on parle beaucoup de soi-même. Et dans ces échanges avec des personnes de culture africaine très différentes entre elles, j'ai trouvé une richesse extraordinaire, sans parler de la richesse des relations nouées avec mes collègues, car constitué depuis 2004 avec Sébastien Boyer, d'abord auprès de Patrice Auquenot, puis auprès de Jean-Michel Severino, et avec des collègues qui, au cours des années, nous ont enrichis de leur présence, constituer cette équipe franco-africaine qui invente un petit peu le métier du financement des PME en Afrique. C'est une expérience professionnelle, mais avant tout humaine, extraordinairement épanouissante. Comme beaucoup de lecteurs, j'ai à son époque été inspiré par la lecture du premier livre de Mohamed Younous, Vers un monde sans pauvreté, sa découverte du microcrédit, qu'il n'a pas à proprement parler inventé, mais qu'il a été le premier sans doute à formaliser à l'échelle qu'il a donnée à la Grameen Bank et à faire connaître. Lisant son livre quand j'étais après mes études à HEC, étudiant en DEA en économie du développement, l'action qu'il promouvait, de finalement donner accès à du microcrédit à des personnes qui n'ont rien et n'ont aucune garantie à donner, et inventer des garanties sociales ad hoc pour s'assurer de leur bon remboursement. Mais aussi sa démarche personnelle, celle d'un économiste qui travaillait dans des grandes institutions, était professeur, et qui un jour s'est dit en traversant des villages, mais en fait il suffirait de donner à quelques personnes un coup de pouce pour que quelque chose décolle, et je ne veux pas être que dans mes grandes théories. Sa trajectoire personnelle a inspiré de très nombreux praticiens du développement de mon époque, et m'a donné envie de faire un travail de terrain, que j'ai d'ailleurs commencé en France, en rejoignant l'année suivante l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, où j'ai commencé pour la première fois à travailler comme agent de crédit, auprès de micro-entrepreneurs à Paris, souvent des chômeurs, des personnes sans ressources, qui créaient ou formalisaient une très petite entreprise, et qui m'a donné goût à ce type d'instrument de financement atypique de ceux que personne ne finance, et de travail à leur côté, et de nouer des relations humaines à leur côté. Et m'a fait penser que ça pouvait prendre beaucoup d'ampleur.